Nous allons demeurer en Asie. On fera peut-être une pause ensuite et parler d'un pays qui a avec la Chine des rapports culturels fort anciens, de la Corée. Et c'est le docteur Ye-Sung Park qui va nous en parler. Il a lui aussi commencé par poursuivre ses études à l'Université nationale de Séoul, et ensuite il est venu faire des études doctorales en France. Pour tout le dire, nous avons collaboré à l'époque pour sa thèse, et il a donc soutenu une thèse sur la représentation collective dans une approche comparative entre la Corée et la France. Et une fois muni de sa thèse, il est retourné en Corée, avec au départ, je crois me souvenir, l'intention de rejoindre les universités. Mais c'est l'époque où il y a eu une réforme des facultés de droit en Corée et aussi au Japon partiellement, qui tendait à aligner le modèle qui était hérité plutôt du modèle continental, où les facultés de droit participaient quand même de l'enseignement de la culture, à un modèle plutôt d'école professionnelle qui était porté davantage par les cabinets juridiques occidentaux. Alors, comme il souhaitait continuer à faire de la recherche, il a opté pour l'Institut coréen du travail, donc où il est actuellement directeur de recherche. Il a publié de nombreux travaux. Alors en coréen, c'est la même chose, je ne vais pas renvoyer à ses écrits en coréen, mais en français, vous pouvez lire notamment sa contribution à un colloque antérieur que nous avions eu ici, où il nous avait parlé c'était à propos de la sous-traitance dans les chaebol coréens, qui est un objet juridique très, très spécifique. Et c'est une contribution très intéressante. Donc, cher Ye-Sung, merci encore. Alors, on va voir si la Corée s'en sort mieux, parce que jusqu'à présent, le score n'est pas terrible. Mais je ne peux qu'être indulgent, parce que s'exprimer dans une autre langue que sa langue maternelle, c'est évidemment un exercice beaucoup plus difficile. Donc, vous avez la parole, Ye-Sung. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ce que je vous parle, c'est trouver ou retrouver une justice sociale perdue, l'expérience centenaire de la Corée depuis 1919 jusqu'à 2019 cette année. Parce que l'an 2019 est non seulement l'an de la création de l'OIT, mais aussi celui de la fondation du grand pays du peuple coréen, c'est-à-dire la première république de Corée. La dernière dynastie de la Corée Joseon s'est effondrée en 1910 lorsqu'elle a été colonisée par le Japon impérial. En 1919, le mouvement du 1er mars avait lieu afin de renverser la domination coloniale et de rétablir l'indépendance de la nation. Le mouvement a échoué, mais il a pu donner naissance à la première république de Corée, dont le gouvernement provisoire était érigé à Shanghai, en Chine. La constitution provisoire de la République de Corée du 11 avril 1919 a déclaré une république démocratique et ainsi proposé l'anéantissement de l'ordre statutaire comme une des valeurs fondamentales de la nouvelle République. Je cite, « Tous les peuples de la République de Corée, hommes ou femmes, riches ou pauvres, sont tous égaux. » Libérée du régime colonial japonais en 1945, la République de Corée a convoqué une assemblée constitutionnelle en 1948 et promulgué une nouvelle constitution indépendante. La constitution du 17 juillet 1948 a déclaré dans son préambule que le peuple coréen, pour notre nation, a construit la République de Corée à la suite du mouvement du 1er mars de 1919. Elle a également succédé à l'esprit de l'égalité de 19 et ainsi affirmé « Aucune classe sociale spéciale n'est reconnue sous quelque forme que ce soit. » Cette disposition reste en vigueur. La Constitution de 1948 a d'ailleurs déclaré la justice sociale comme principe de l'ordre social et économique de la République indépendante et comme limite de la liberté économique.
Selon elle, je cite, « L'ordre économique de la République de Corée est fondé sur la réalisation de la justice sociale et le développement d'une économie nationale équilibrée permettant à tous les citoyens de satisfaire leurs besoins essentiels. La liberté économique de chacun est garantie dans cette limite. » Elle a ainsi clairement affirmé le sens de la justice sociale en tant que limite de la liberté économique. Il existe une opinion selon laquelle la Constitution de 1948 est évaluée en tant que décoration. Selon ce point de vue, la justice sociale ne serait rien de plus qu'un idéal, loin de la réalité de l'époque. Oui, c'est un idéal, mais nous avons besoin d'un idéal, non pas pour le confondre avec le réel, mais pour penser le réel concret et orienter nos décisions selon des valeurs. Car, selon Simone Veil, la philosophe française, le meilleur n'est concevable que par le parfait. Quelqu'un dirait encore que la Constitution de 1948 n'a été qu'une simple imitation des constitutions orientales, par exemple celle de Weimar de 1919. Mais cela n'endommage pas sa valeur. L'important est que le peuple coréen a choisi comme référence parmi d'autres le texte, donnant à la justice sociale une place prioritaire. Parce que le choix même montre la volonté de ce peuple. La disposition de 1948 a été modifiée par la Constitution de 1962 qui a été adoptée immédiatement après le coup d'État du 16 mai 1961. Selon la disposition de 1962, je cite, « L'ordre économique de la République de Corée repose sur le respect de la liberté économique et de la créativité des individus. L'État doit réglementer et adapter l'économie à la mesure nécessaire à la réalisation de la justice sociale et au développement d'une économie nationale équilibrée répondant aux besoins essentiels de la vie de tous les citoyens. » Fin de citation. Une comparaison de la disposition de 1948 et celle de 1962 révèle une différence majeure. Dans la première, la justice sociale était le principe dans la limite duquel la liberté économique individuelle était garantie. En revanche, dans la seconde, la relation entre justice sociale et liberté économique a été renversée en faveur de celle-ci. La liberté économique est ainsi montée sur la place du principe. La justice sociale, par contre, est descendue à la place de l'exception. Après le grand mouvement civil de 1987, la dictature est finie et une nouvelle constitution démocratique a été adoptée. Selon la disposition de 1987, l'ordre économique de la République de Corée repose sur le respect de la liberté économique et de la créativité des individus et des entreprises. L'État peut réguler et ajuster l'économie afin de maintenir une croissance et une stabilité équilibrée de l'économie nationale, de distribuer le revenu approprié, d'empêcher la domination du marché et l'abus du pouvoir économique et de démocratiser l'économie par le biais d'une harmonisation entre les acteurs économiques. C'est la disposition actuelle. Par rapport à la disposition de 1962, deux choses sont immédiatement visibles. Premièrement, alors que la disposition de 1962 limite le sujet de la liberté économique aux individus seuls, la disposition de 1987 y a ajouté les entreprises. Les entreprises sont ainsi devenues des sujets jouissant de libertés économiques égales à celles des hommes. Non, c'est plus que ça. Aujourd'hui, la liberté économique des entreprises semble être considérée comme supérieure à la liberté des hommes. Deuxièmement, et paradoxalement, alors que tous les gouvernements dictateurs maintenaient le mode de justice sociale, la Constitution démocratique de 1987 l'a remplacée par le mode de démocratie économique. Elle n'a pas tenté de redéfinir la justice sociale en tant que limite de la liberté économique. Il est vrai que la démocratie économique peut être une notion utile pour diminuer les inégalités et améliorer le sort des travailleurs, mais dans le contexte constitutionnel, elle se fonctionne seulement comme une notion passive encadrée par la liberté économique qui constitue la limite de l'intervention de l'État. Avec une telle suppression du mot de justice sociale dans le texte constitutionnel, la justice sociale a également disparu dans la vie réelle.
Et ce que nous constatons, c'est l'émergence d'un nouvel ordre statutaire. Pour comprendre la situation actuelle en Corée, il est utile de regarder rapidement les voies que le pays a prises après la guerre de Corée de 1950 à 1953. On peut les distinguer en trois époques. La première est celle de l'industrialisation des années 60 et 80, où les travailleurs étaient appelés soldats industriels. La deuxième est celle de la démocratisation qui s'ouvrait depuis l'année 87, marquée par le grand mouvement des citoyens et la grève générale. À cette époque, les travailleurs ont retrouvé leur appellation juste comme travailleurs. La troisième époque, qui demeure encore la nôtre, est celle de l'ultralibéralisation qui a commencé depuis l'année 1997, où le gouvernement coréen demandait un plan d'aide au FMI pour résoudre la crise financière. Cette crise a causé le changement structurel soudain et total de la société coréenne. On dit que le pouvoir se passait à cette époque-là de l'État au marché. Les grandes entreprises coréennes, condamnées comme source principale de la crise, ont paradoxalement retrouvé un état de véritable jebel, donc une dynastie économique et financière. Les travailleurs s'appellent dès lors avec un nom managérial, c'est-à-dire ressources humaines. On ne vit pas dans le temps où les entreprises et le marché servent au bonheur de l'homme et au bien commun de la société, mais au contraire, la propagande hausse la voix selon laquelle l'homme et la société doivent servir au plus de profit des entreprises et au soi-disant ordre spontané du marché. L'ultralibéralisme met la relation de l'argent au centre de la vie dans la société et considère la maximisation de la richesse matérielle comme une maximisation du bien social. Dans ce processus de la restructuration de l'ordre social et économique, la structure de la personnalité qui se trouve en nous est également désorganisée et transformée. La valeur d'un homme n'est maintenant pas mesurée par sa personnalité, mais par sa capacité de performance pour l'entreprise et le marché. Un auteur japonais dit « L'entreprise n'est pas un lieu de travail, mais un lieu de performance ». Et un patron coréen a mis ce slogan sur la porte d'entrée de son entreprise et fait ses salariés le répéter chaque matin. Les jeunes Coréens, aujourd'hui, n'hésitent pas à désigner leur pays comme Hell Joseon, c'est-à-dire Joseon d'enfer, donc comme une société statutaire désespérante pour les cueillir en terre, entre guillemets, donc les hommes nés avec rien. Ces mots avertissent que la Corée n'est plus une société où le succès et le bonheur peuvent être obtenus selon la capacité et l'effort de chacun, mais que le futur de l'individu dépend du statut et du pouvoir économique des parents. Une telle situation sera paradoxale par rapport à l'histoire du pays, parce que la réforme agraire déclarée d'abord par la Constitution de 1948, selon laquelle les terres sont partagées aux paysans, et ensuite pratiquée par la loi du 21 juillet 1949, a transformé le pays des grands propriétaires fonciers en pays de petits paysans indépendants, et ainsi créé le monde où on pouvait améliorer sa vie en travaillant activement. On pourra y trouver un des secrets du succès du développement économique du pays. Au fur et à mesure que l'inégalité s'aggrave et que la tendance vers un système statutaire augmente, il devient de plus en plus puissant de prétendre qu'il est juste de répartir les biens en fonction des performances individuelles. Il est donc naturellement souligné l'importance du développement de la capacité individuelle pour gagner dans la compétition des performances. C'est la situation actuelle des écoles et des universités en Corée. On n'y étudie plus, on n'y prépare que les concours, car les concours sont considérés comme le processus le plus objectif de mesure des capacités de performance individuelles. La compétition ne cesse d'être accentuée à mesure que la situation de l'emploi est difficile de plus en plus, notamment pour les jeunes. Les jeunes sont obligés de sacrifier d'autres aspects de leur vie afin de pouvoir passer la porte étroite du marché du travail. Et ceux qui sont exclus de la concurrence doivent supporter toute discrimination. Encore une fois, pour ne pas devenir une victime de la discrimination,
Ils entrent de nouveau dans la compétition de maximiser la performance de chacun. En revanche, ceux qui ont réussi à traverser la porte exigent sans équivoque la répartition dite juste des biens d'après leur mérite. Ainsi règne-t-elle une méritocratie ou plutôt le performancisme. Paradoxalement cependant, cette sensibilité performanciste s'adresse presque seulement vers les clientèles qui sont dans la même situation que celui qui les reproche. Les cueilleurs en or sont le plus souvent à l'abri d'un tel reproche. Par exemple, un accord collectif de grande entreprise qui permet une priorité d'embauche aux enfants des salariés décédés par un accident du travail est fort condamné comme une hérédité du CDI. Mais on reste mieux sur la promotion privilégiée des enfants des Jebel, qui avancent au poste de la direction avec la vitesse de la lumière. Cela deviendra naturel lorsqu'on accepte comme évidence qu'on ne peut rivaliser avec les Jebel. D'où mon inquiétude selon laquelle, s'il y a une opinion publique considérant que c'est normal car ils sont Jebel, il semblerait que les Coréens ne nient plus l'hérédité du Jebel avec sa richesse et son statut social. Les gens ordinaires accepteraient-ils comme une condition a priori dans leur vie la hérédité de la richesse d'une dimension hors de leur sens réel, au lieu de remettre en question sa légitimité? Le mot de Simone Veil pour-t-il s'appliquer ici? L'oppression, écrit-elle, à partir d'un certain degré d'intensité, engendre non une tendance à la révolte, mais une tendance presque irrésistible à la plus complète soumission. Mais une telle acceptation n'est-elle pas une caractéristique de la société fondée sur la distinction des statuts? Il y a ainsi un paradoxe que le performancisme, qui vise à démonter le système statutaire, sert au contraire à le renforcer. Il y a une expression qui traduit bien la situation actuelle de la société coréenne, c'est celle de Liang de Gap-eul. Pardon? Gap-eul, c'est le mot coréen, je l'explique. Qui se parle beaucoup en ce moment par la population coréenne. Le terme de gap désigne une partie d'un contrat, par exemple, donneur d'ordre, employeur, propriétaire, etc. Et celui de eul désigne l'autre partie, donc fournisseur, salarié, locataire, etc. Le lien de gap-eul devrait donc être une simple relation contractuelle entre les deux parties d'un contrat. Mais lorsqu'on en parle, il s'agit d'une sorte de lien de statut, lien inégalitaire des classes sociales, et pas simplement d'une relation contractuelle. On dirait qu'il est une version moderne de l'ancien ordre statutaire de l'aristocrate et du peuple. Le problème est qu'un tel ordre statutaire et inégalitaire se structure. Nous appelons cette structure de domination régime de Jebel. Les Jebel se prétenderaient une classe sociale spéciale, pourtant interdite explicitement par la Constitution coréenne, selon laquelle, je répète, aucune classe sociale spéciale n'est reconnue sous quelque forme que ce soit. Il faut donc briser ce régime de Jebel qui doit être qualifié anticonstitutionnel. Pour cela, il faut revenir sur l'esprit de la Constitution de 1948, selon laquelle la liberté économique est garantie dans la limite de la justice sociale. Dans ce contexte constitutionnel coréen, la justice sociale va de pair toujours avec l'interdiction d'une quelconque classe sociale spéciale, c'est-à-dire avec la liberté comme égalité. Cela nous amène à revisiter sur la notion de justice. Selon le digeste, la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun sa part. La part, c'est ius en latin. Ainsi est-il possible de considérer la justice comme une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun son droit. Lorsqu'on considère la justice comme une simple recherche de la distribution appropriée des biens dans un cadre déjà donné, on perdra de vue la question du pouvoir qui détermine le cadre même dans les relations sociales concrètes. La justice devrait donc commencer par la distribution légitime des biens à chacun et s'étend à la division légitime du droit même de déterminer les règles de cette distribution des biens. C'est de rendre à chacun sa juridiction au sens premier du terme, c'est-à-dire le pouvoir de dire le droit.
Les manifestations actuelles des jeunes travailleurs coréens contre les agressions démesurées des Juebel montrent un sentiment de justice différent de celui de la génération de leurs parents. En effet, la génération passée pensait pouvoir tolérer les insultes ou violences au travail, pourvu que les récompenses soient suffisantes. Elle admettait que vivre avec l'argent d'autrui n'était pas une tâche facile. Mais les jeunes travailleurs d'aujourd'hui disent que l'argent est important, mais la dignité est également plus importante. Parce que, disent-ils, nous ne sommes pas esclaves. Le travail humain signifie au fond un travail qui peut permettre aux travailleurs d'exprimer le caractère fondamental de l'humanité, c'est-à-dire la pensée et l'action dans leur ensemble. Une pensée pure sans action, ce sera une contemplation, c'est quelque chose de divin, donc non réellement humaine. Une action pure sans pensée, ce sera réagir plutôt qu'agir. C'est quelque chose d'un animal ou d'une machine, donc non plus réellement humaine. Être pensant et agissant, le travailleur doit pouvoir parler de son travail, par son travail et pour son travail. Merci pour votre attention. Merci beaucoup et aussi de cette conclusion, Yesong, qui devrait aller droit au cœur des dirigeants de l'Organisation internationale du travail. Je vous propose donc de faire quand je dis je vous propose, c'est une formule un petit peu euphémisante pour vous dire que nous allons faire une pause de 15 minutes. Et après la pause, on entendra l'exposé de M. Rouff et on aura un temps de discussion sur l'ensemble de la séquence de ce matin et puis en sorte d'apéritif à la séance de cet après-midi, nous entendrons le professeur Emmanuel Dockès pour commencer la discussion sur les vieux pays industriels. Donc 15 minutes, on va pouvoir profiter du beau temps et de la pollution.